Bonjour à tous et bienvenue de nouveau à la convention exceptionnelle de l'ASFEN sur le thème « Face à la crise de la Covid-19, s'adapter, évoluer ». Nous sommes très heureux de vous accueillir pour le second des 9 modules qui se dérouleront au cours de cette semaine tous les jours à midi et en fin d'après-midi. Au total, nous accueillerons 25 intervenants et nous avons le plaisir d'avoir au total 550 personnes inscrites. Nous avons eu le plaisir d'accueillir pour la session inaugurale ce matin pour parler de la résilience pendant la crise de nos installations nucléaires et la vue des exploitants, Étienne Dutheil, directeur de la division de la production nucléaire chez EDF, et Philippe Neureux, directeur général d'Orano. Nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi Madame Cécile Arbouille, qui est déléguée générale du GIFEN, le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire, Monsieur Aurélien Louis, qui est sous-directeur de l'industrie nucléaire au sein de la direction de l'énergie et de la Direction générale de l'énergie et du climat au ministère de la Transition écologique et solidaire. Monsieur Hervé Maillard, qui est délégué permanent de la filière nucléaire française pour le Conseil national de l'industrie, et Monsieur Franck Tarier, qui est sous-directeur matériel de transport, mécanique et énergie à la Direction générale des entreprises au ministère de l'économie, des finances et de la relance. Donc, le thème de notre module sera la gestion de la crise au jour le jour. En pleine crise du coronavirus, M. Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie, nous rappelait combien l'électricité nous est plus que jamais indispensable dans nos vies. Je cite, « Des millions de personnes sont désormais confinées à leur domicile, recourant au télétravail pour conduire leur mission, aux sites de commerce électronique pour faire leurs courses et aux plateformes vidéo en streaming pour trouver du divertissement. Une alimentation électrique fiable sous-entend tous ces services. » Il rappelait enfin le rôle de l'électricité pour alimenter les hôpitaux et pour assurer la communication entre tous les différents acteurs dans la gestion de la crise. La filière nucléaire, c'est la troisième filière industrielle française avec ses 3000 entreprises réunies désormais au sein du GIFEN et ses 220 000 employés. Ces entreprises et ses collaborateurs ont dû s'adapter à une situation nouvelle pour sécuriser l'approvisionnement électrique. Dans la gestion de la crise, les associations nucléaires et les pouvoirs publics ont collaboré de manière étroite et c'est le focus de cette session aujourd'hui. Nous allons discuter autour de 3 questions. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés pendant la crise? Quelles solutions avez-vous mises en place? Quelles adaptations allez-vous faire? La session est prévue pour durer 90 minutes. Nous commencerons par discuter avec nos intervenants, puis nous prendrons les questions. Donc, je vous invite à poser vos questions sur l'onglet QR en haut à droite de votre écran et voter aussi pour des questions déjà posées puisqu'elles remontent en fonction du nombre de votes par ordre de priorité. Voici, donc je vais commencer par poser ma première question à Cécile Arbouille. Donc, quelles sont les difficultés auxquelles le GIFEN a été confronté pendant la crise? Oui, bonjour à tous. Merci Valérie de nous avoir réunis pour ce thème. Et donc, on va essayer de vous exposer un petit peu comment on s'est organisé pendant cette période qui était très particulière. Alors, pour répondre à la première question de Valérie, donc, les difficultés qu'ont rencontrées les entreprises pendant cette période, évidemment, la première, c'était une baisse de leur activité, alors une baisse réelle ou une baisse à venir. Et donc, l'idée, c'était de savoir justement, dans le travail dans les travaux qu'ils avaient, qui étaient déjà prévus pour les grands donneurs d'ordre, quels étaient ceux qu'ils allaient pouvoir mener et quels étaient ceux qui allaient être reportés ou annulés. Donc, on verra après dans la deuxième partie comment on a essayé de faire en sorte que ces éléments puissent leur être communiqués. Alors, une deuxième difficulté, dans le cas où leurs activités étaient réduites ou annulées, ça a été au départ d'obtenir le chômage partiel, alors qui était évidemment une mesure très bénéfique et très intéressante pour eux, mais qui a mis un petit peu de temps à bien se mettre en place. Donc, ça aussi, on a fait en sorte que ça puisse bien se passer. Et puis après, la difficulté, un petit peu plus tard, pendant le confinement, ça a été qu'est-ce qu'il va venir devant nous par rapport aux activités qui ont été annulées ou décalées, que vont donner les mois à venir? Est-ce qu'on va pouvoir redévelopper ces activités, développer de nouvelles activités? Voilà, comment va se passer la suite. Donc, ces grandes questions
elles se sont posées les unes après les autres pendant cette période de 2-3 mois. Et donc, on a essayé tous ensemble d'y répondre pour aider au mieux les entreprises de la filière. Et donc, comment les entreprises ont remonté leurs problématiques? Quel système vous aviez mis en place au GIFEN? Oui, alors effectivement, donc on a essayé d'interroger les entreprises. Alors nous, on a au GIFEN aujourd'hui 200 adhérents. Donc, ils sont des entreprises représentatives de la filière, et donc on a un lien direct avec ces entreprises, par mail ou par téléphone. Et donc, on a essayé de recueillir des informations venant directement des entreprises au jour le jour, en tout cas chaque semaine, puisque on en parlera un peu plus en détail après. On a essayé de faire un point. On a fait un point hebdomadaire, donc au niveau de la gouvernance du GIFEN, où ces informations étaient consolidées. Donc, même question à Hervé. Donc, oui, bon. Bonjour à tous. Et puis effectivement, merci Valérie de nous donner l'occasion d'expliquer ce qui a été mis en place pendant la crise et comment on a géré. Donc par rapport à ce que dit Cécile, à ce que vient de dire Cécile, ce qu'on peut expliquer peut-être à nos auditeurs ce soir, c'est la différence entre le CSFN et le GIFEN. Donc le GIFEN, comme l'a dit Cécile, qui gérait bien les relations avec l'ensemble des industriels adhérents du GIFEN et parfois même un peu au-delà, et le CSFN qui lui gérait plutôt les relations institutionnelles avec les ministères concernés, puisqu'il y en avait beaucoup, et parfois des relations en dehors des ministères avec les organisations syndicales, par exemple. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais je crois que le gouvernement avait pris en main la crise bien avant que l'on voit émerger vraiment la crise dans l'économie française, et en particulier avant le confinement, puisqu'il y avait des réunions hebdomadaires qui étaient organisées au niveau du ministère dès fin février, début mars, et il y avait déjà des réunions avant. Et donc, pour moi, ça traduit quand même une des principales difficultés du CNI et des filières économiques françaises. C'est-à-dire que dans ces réunions-là, il y avait l'ensemble des filières économiques, donc le nucléaire, l'automobile, l'aéronautique, mais il y avait aussi des filières comme la filière restauration, la distribution, le transport. Et il a été nécessaire de trouver une organisation et puis une démarche harmonisée, je dirais, pour qu'on puisse discuter et proposer des solutions tous ensemble, et qu'on puisse avoir quelque chose d'harmonisé à mettre en place sur toutes les filières économiques. Donc ça s'est mis en place, je dirais, assez rapidement en mars. On y reviendra peut-être tout à l'heure plus en détail sur comment ça s'est déroulé. Et par rapport à la question du dialogue avec les entreprises, on a mis également en place une hotline, on pourrait dire, c'est-à-dire un mail permanent, à l'initiative d'ailleurs du gouvernement. C'est pas nous qui l'avons inventé, cette méthodologie. Le gouvernement nous a demandé, enfin le ministère des Finances nous a demandé de mettre en place un correspondant PME ETI. Et le choix qu'on a fait avec Xavier Ursal, président de la filière, et puis avec Cécile, c'était de dire que j'assumais tous les rôles de discussion avec les instances officielles, en particulier les ministères, pour la filière nucléaire. Donc, j'ai également pris ce rôle de représentant PME ETI, ce qui me permettait, dans les réunions qu'on avait avec les ministères, de faire remonter les questions quand c'était nécessaire, et de le faire à bon escient, et puis même de faire descendre vis-à-vis des entreprises les informations ou les documents qu'on pouvait recueillir dans ces réunions.
Et alors la difficulté peut-être la plus importante et qui a nécessité vraiment un travail extrêmement important de ma part, c'était la gestion des masques, qui a été quelque chose de très compliqué, jusqu'à ce qu'on ait la garantie que on avait sur la plaque France la quantité nécessaire de masques pour l'ensemble des industries. Les industries bien sûr, les hôpitaux et autres qui étaient prioritaires pour mettre à disposition les masques, mais il y avait un certain nombre dans le tour de table des industriels, des industries indispensables au fonctionnement de la France. Hein. On parle de l'électricité, mais on pourrait parler de l'eau, on pourrait parler du traitement des déchets. Donc il y avait avec mes collègues de ces filières-là un dialogue assez régulier, parfois plusieurs fois par semaine, où on se réunissait. On était réunis à l'initiative de la DGE pour échanger sur ce sujet, où on en est des masques, combien on en a besoin. Et donc de mon côté, moi j'assurais le transfert d'informations vers les grands donneurs d'ordre, puisque le choix qu'on a fait assez rapidement dans la filière, c'est que les grands donneurs d'ordre fournissaient les masques pour les activités qui se déroulaient sur leur site aux prestataires concernés. Voilà. Donc les difficultés, elles étaient quand même assez multiformes, mais on a très rapidement mis en place l'organisation qui permettait d'y faire face. Alors pas forcément de répondre instantanément. Hein. J'ai en tête quelques questions qui m'avaient été posées par des PME et qui ont mis plusieurs semaines, voire peut-être plus, à trouver une réponse. Mais au moins, les questions étaient posées. On pouvait dire aux interlocuteurs, oh, écoutez, on en discute, vous aurez votre réponse. Ça a plutôt bien fonctionné, même si c'était pas toujours facile tous les jours et toutes les semaines. Donc Aurélien, donc on a dit en effet que fournir l'électricité c'était aussi essentiel que de fournir de l'eau. Donc du point de vue du ministère de la transition écologique, quelles a été, selon vous, les particularités de la filière nucléaire par rapport aux autres filières énergétiques ou aux autres filières stratégiques? Oui. Oui, Valérie, vous avez raison de préciser que, en fait, une de nos grandes préoccupations, pendant la crise, ça a été vraiment celle de la continuité des services publics. Alors c'est très vrai pour le ministère de la Transition écologique, puisque en fait, au-delà de l'énergie, on s'occupe également d'eau, on s'occupe également d'assainissement, de déchets. Hein, Hervé l'a évoqué. Et donc c'est vrai qu'un des points sur lesquels on s'est focalisé pendant cette période de crise, ça a vraiment été s'assurer que les services publics soient maintenus et soient assurés tout au long de la crise, et puis sur le long terme. Avec, dans le domaine de l'énergie, cette place particulière tenue par l'électricité et au sein du secteur électrique par le nucléaire. Ce qui nous a conduit à avoir un suivi très rapproché avec évidemment EDF du déroulement de cette crise pour s'assurer que durant la crise, mais aussi au-delà, évidemment, la France continue à avoir de l'électricité. Alors, en fait, au début de la crise, c'était pas complètement évident. Hein. C'est vrai qu'il se posait beaucoup de questions sur la possibilité de maintenir l'exploitation des centrales en cas de situation de contamination importante sur l'un ou l'autre des sites de production d'électricité. C'est très vite aussi poser la question de la continuité des chantiers d'arrêt pour maintenance dans un contexte où tous les chantiers étaient arrêtés. Et puis enfin, c'est poser la question de toute l'industrie, notamment l'industrie du cycle du combustible, qui était tout à fait nécessaire pour continuer à produire de l'électricité, et la question de son maintien d'activité. Voilà. Donc beaucoup de questions sont posées en fait dès le début de la crise autour de ça, et c'est vrai que si on doit comparer la filière nucléaire à d'autres filières énergétiques, on a vu pendant la crise à la fois le rôle central qu'elle a tenu dans la continuité d'approvisionnement, mais aussi le fait que finalement elle a quand même réussi à maintenir une capacité de production et finalement nous permettre de traverser la crise sans grande difficulté.
Franck, donc de votre point de vue, quelles ont été les questions qui se sont posées et aussi quelles étaient les particularités de la filière nucléaire? Bonjour à tous et merci pour cette invitation à participer à ce webinaire. Les grandes questions qu'on a vu remonter des entreprises étaient, pour ce qui est tout ce qui touche à la gestion de la crise sanitaire, étaient finalement assez communes à ce qu'on a pu voir dans les autres grandes filières industrielles, c'est-à-dire quel va être l'impact du confinement, des restrictions de circulation, comment vont-elles s'organiser, quel impact vont-elles avoir sur l'économie et que fait l'État pour accompagner les entreprises dans ce contexte. Et Cécile Arbouille et Hervé Maillard ont bien décrit les différentes questions successives qui se sont manifestées. Donc d'abord sur le confinement, les restrictions, ensuite sur les arrêts progressifs d'activité, et alors soit arrêt complet, soit arrêt partiel, mais avec des contraintes sur les équipements, les masques qui nécessitaient donc là aussi de pouvoir apporter des réponses assez rapides. Puis ensuite sur le déconfinement, la reprise d'activité, et enfin sur la préparation du plan de relance. On a eu des questions, enfin ces grandes thématiques étaient remontées par toutes les filières. Pour autant, les réponses pouvaient aussi varier suivant qu'on parle du nucléaire ou d'une autre filière. Les spécificités pour moi de la filière nucléaire par rapport aux autres filières industrielles, c'est d'abord l'emprise des questions réglementaires pour une partie de la filière, et donc c'était vraiment crucial pour nous de faire ce travail collectivement avec la filière, avec le ministère de la Transition énergétique pour apporter des réponses consolidées qui tiennent compte des enjeux réglementaires spécifiques à cette filière et qui étaient aussi impactés par la situation. Je dirais qu'un autre élément différenciant, mais là aussi je dirais chaque filière est assez unique dans les impacts qu'elle a subis, c'est l'impact marché. Il y a eu un gros focus dans les médias sur les filières, alors même des filières pas industrielles comme le commerce, le tourisme, la restauration, qui ont subi de plein fouet la crise en conséquence directe du confinement. Certaines filières industrielles comme l'automobile ont également subi la crise de manière très brutale et très visible parce que c'est des filières qui travaillent avec très peu de stock, et donc dès que le marché s'arrête parce qu'on arrête de vendre des voitures, et ben tout de suite ça a des répercussions qui remontent sur l'ensemble de la chaîne jusqu'aux petits sous-traitants. Au-delà de ça, je dirais que c'est des situations très hétérogènes entre filières et même au sein de chaque filière. Et donc, on a souhaité rester toujours très attentif aux situations de sous-traitants, enfin, ou sous-traitants qui peuvent être gros ou petits d'ailleurs, mais en particulier les petits, et à arriver à porter à leur connaissance le plus tôt possible et le plus en amont possible les informations dont ils ont besoin pour arriver à faire face dans cette situation. Et puis peut-être dernière caractéristique pour moi de cette filière, c'est quelque part sa porosité vis-à-vis des autres filières industrielles. Il y a certaines composantes de la filière qui sont assez verticales, avec des sous-traitants très spécialisés, mais aussi une grande partie des sous-traitants qui vont travailler aussi pour le ferroviaire ou l'aéronautique ou d'autres secteurs industriels. Et donc on avait un enjeu d'essayer d'oublier personne, d'arriver à traiter chacune des questions avec les spécificités filières, mais aussi essayer de vraiment pas laisser l'entreprise de côté avec ce dispositif filière qui a l'avantage d'être spécifique par rapport aux problématiques, mais peut-être un peu trop étroit si on se limite aux entreprises appartenant à la filière. Et du coup, sur cette question de la porosité, est-ce que ça avait des impacts spécifiques, c'est-à-dire que des situations qui se passaient dans d'autres filières impactaient des entreprises de la filière nucléaire? Alors, il y avait des répercussions? Un risque ou une opportunité, effectivement. Pour certaines entreprises qui étaient positionnées sur les marchés les plus impactés, qui subissent les impacts négatifs en même temps, du coup, on a eu des situations encore plus graves que ce qu'on aurait eu si elles étaient que sur le nucléaire. Après, certaines filières ont aussi mieux résisté que d'autres ou ne subissent pas les effets au même moment. Donc,
cette versatilité, ça peut être aussi une aubaine pour les entreprises, à condition qu'elles arrivent à avoir l'agilité, parce que c'est pas forcément les mêmes produits, donc ça suppose qu'elles sachent réajuster leur ligne de production. On l'a vu sur les masques, il y a eu beaucoup d'entreprises de tout secteur d'activité qui sont mises à fabriquer des masques, du gel hydroalcoolique, des composants pour les respirateurs. Et ça, je veux dire, ça a été quelque chose d'assez formidable de voir des PME, des ETI ajuster en temps réel leur ligne de production pour diversifier leur activité. Mais voilà, on a conscience que c'est un coût. Et par ailleurs, on pense que c'est quelque chose qu'on voudra entretenir parce que c'est quelque chose qui donne de la pérennité. Enfin, quelque part, ces entreprises-là sont plus robustes quand elles ont cette capacité à se diversifier plutôt que si elles sont trop spécialisées. Donc, je vais venir à ma deuxième question. C'est quelles solutions vous avez mis en place? Je redonne la parole à Cécile. Oui, alors en fait, très vite après le début de la crise, donc nous, au niveau du GIFEN, comme je le disais, donc on a essayé d'établir un lien vraiment au jour le jour avec les entreprises, et donc de faire remonter les informations au bureau du GIFEN, alors qui normalement se réunit une fois par mois. Et là, en fait, on a mis en place une réunion hebdomadaire, donc tous les vendredis après-midi. C'est rajouté l'ANDRA, puisqu'en fait, au bureau, il n'y a que 4 grands donneurs d'ordre sur 5. Et là, l'ANDRA a vraiment émis le souhait de participer aussi à ce bureau hebdomadaire. Donc, dans ce bureau, ce qu'on faisait, c'est qu'on balayait un certain nombre de points qui ont un petit peu évolué au cours du confinement, puisqu'au début, on était sur le bilan de l'activité, les difficultés éventuelles pour faire des demandes de chômage partiel, des difficultés éventuelles de trésorerie immédiate. Voilà. Donc ça a été un premier point qui a évolué ensuite, puisqu'on a vu que, notamment sur le chômage partiel, les choses se passaient bien. Donc, du coup, ce premier point, on l'a abandonné. Ce qui est arrivé assez vite ensuite, c'est ce qui a été très important, ça a été le dialogue. Le GIFEN a vraiment permis le dialogue entre les grands donneurs d'ordre et les industriels. Et donc, le deuxième point de cette réunion, c'était que EDF, Orano et les autres grands donneurs d'ordre expriment très concrètement quelles étaient les activités qui perduraient, quelles étaient les activités qui étaient reportées, quelles étaient éventuellement les activités qui étaient annulées. Donc, au-delà du panorama global que l'on faisait tous les vendredis, il y avait aussi possibilité d'avoir des échanges en dehors de cette réunion sur ces sujets-là. Ça a été vraiment, je dirais, important et efficace. C'est un des objets du GIFEN, de faire que la filière au sens large et tous ses acteurs se parlent. Et là, ça a vraiment été quelque chose de très positif et de très concret. Ensuite, on échangeait aussi sur les différentes réunions qu'il pouvait y avoir avec les administrations, notamment les différents donneurs d'ordre, pour avoir aussi un échange d'informations sur ce qu'on arrivait sur les informations que les donneurs d'ordre avaient sur un certain nombre de dispositions qui étaient mises en place pour pouvoir les partager. Et puis ensuite, quand on a avancé donc, vers la reprise et la fin du confinement, donc là, on a travaillé, alors pour le CSFN, donc Hervé vous en dira sûrement 2 mots après, on a travaillé à contribuer aux propositions que la filière souhaitait faire pour le plan de relance. Et donc là aussi, cette instance de concertation du vendredi après-midi a permis cette discussion. Alors, Hervé, pour le CSFN, participait à tous ces bureaux du vendredi après-midi. Voilà, donc ça, c'était à notre niveau. Et donc ensuite, je vais laisser la parole. On avait une réunion souvent à la suite ou très proche de ce bureau, donc avec Aurélien et Franck, pour pouvoir justement faire remonter, nous, ce qu'on avait synthétisé au sein du GIFEN et du CSFN, donc leur en faire part.
Et puis ensuite, dans les semaines qui venaient, qu'ils nous donnent, et c'est ce qu'ils ont fait, des réponses aux questions très concrètes qu'on leur posait. Merci Cécile. Donc Hervé. Oui, côté CSFN, je dirais la réponse à la question qu'est-ce qui a été mis en place est assez simple parce que le CSFN a suivi, je dirais, le mouvement insufflé par les ministères et en particulier le ministère des Finances. Donc ce qui a été mis en place, c'était quelque chose de très régulier qui permettait de rassurer les interlocuteurs, puisqu'en fait, on connaissait toujours le point de rendez-vous suivant où on savait qu'on allait pouvoir faire remonter la question ou pouvoir entendre la position principalement de Bruno Le Maire, qui animait donc une réunion tous les lundis matins. Cette réunion qui durait quand même 1h30, il y avait participation de pas mal de ministres ou de secrétaires d'État qui accompagnaient Bruno Le Maire sur l'ensemble des sujets traités, ministère du Travail, secrétaire d'État à l'Industrie à l'époque avec Agnès Pannier-Runacher. Et donc à cette réunion étaient évoquées à la fois les questions de difficultés des filières économiques, au-delà des filières industrielles, puisqu'il y avait la distribution, l'alimentaire, il y avait le Modelux, il y avait l'ensemble des filières économiques françaises. Et donc à la fois ces filières faisaient remonter leurs difficultés, mais le gouvernement nous détaillait les dispositifs qui étaient mis en place. Donc dès lundi midi, côté filière nucléaire, j'étais capable de dire au président Xavier Ursa ou à Cécile, voilà, il y a ça qui va se mettre en place, chômage partiel par exemple, qui a été annoncé lors d'une de ces réunions, ou les protocoles de déconfinement qui a aussi été discuté à la fin du confinement. Donc en fait, on était capable de communiquer derrière, lundi, mardi, mercredi, aux entreprises, les dispositifs, les documents qui étaient mis à disposition des filières économiques. Ça, c'était pour l'ensemble, je dirais, économique des filières. Et puis après, donc pour les masques, il y avait 2, 3 conférences par semaine. Là, rentrant beaucoup plus dans le détail, nombre de masques utilisés. Donc je faisais un point régulièrement avec les grands donneurs d'ordre, savoir combien de masques ils avaient besoin, quelle était la fréquence, le type de masque, où est-ce qu'ils en avaient besoin pour pouvoir répondre aux questions qui m'étaient posées. Et puis comme le disait Cécile, on refaisait un point de bouclage en fin de semaine avec le GIFEN, avec les grands donneurs d'ordre, avec les industriels, représentants au conseil du GIFEN, et derrière on rebouclait instantanément donc avec la DGE et la DGEC pour relever les questions qui nous avaient été posées. Moi, j'ai trouvé que ce fonctionnement était plutôt efficace dans la situation, parce que comme je le disais tout à l'heure, on savait on allait avoir une instance pour traiter, pas forcément traiter, mais faire remonter la question. Alors forcément, on faisait pas remonter le même niveau de questions le lundi matin à Bruno Le Maire et le vendredi, on était sur des questions plus opérationnelles, mais ça permettait quand même de traiter toutes les questions qu'on a eues. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait un canal PME-TI qui avait été mis en place là où je recevais au début j'allais dire une dizaine de mails par semaine, et puis à la fin, je recevais plus de mails, donc je considérais que toutes les questions avaient été traitées. Et pour moi, ce que je viens de dire traduit l'efficacité du système, c'est-à-dire que quand les PME ETI n'ont plus de questions nouvelles à poser, c'est que elles avaient trouvé dans l'écosystème en place la réponse à ce qu'elles attendaient. Et puis j'insisterai quand même à la fin sur le protocole de déconfinement, puisque le protocole de déconfinement qui a été sorti par le ministère du Travail, qui a été rédigé par le ministère du Travail, proposé par le ministère du Travail, a fait quand même l'objet d'un travail assez colossal de relecture et de co-relecture de la part des entreprises. Au départ, il y avait des choses qui
convenait pas tout à fait. Je peux prendre un exemple qui peut paraître du détail, mais qui, dans la réalisation, dans la déclinaison des chantiers eux-mêmes, n'est pas du détail. On avait acheté des masques chirurgicaux et dans le protocole de déconfinement, il parlait de masques FFP1. Voilà, il a fallu faire constater, dire au ministère du Travail, voilà, il y a une certaine différence entre les masques FFP1 et les masques chirurgicaux qu'on a achetés, et donc il a fallu modifier le texte du protocole de déconfinement, ou les ascenseurs, par exemple, le télétravail, tout ça, ça a été des sujets qui ont permis de faire progresser le protocole de déconfinement et de le rendre conforme à ce que les sociétés de la filière voulaient pour qu'on ait un déconfinement le plus fluide possible. Merci beaucoup, Hervé. Donc, Aurélien, du point de vue de la DGEC. Oui, en fait, dans cette gestion de crise, notre rôle, aussi bien DGEC que DGE, sous le contrôle de Franck, a beaucoup été celui de passeur d'informations, en fait, passeur d'informations vers les filières, mais aussi passeur d'informations au sein du gouvernement. Ça a été un rôle très important, finalement, de plaider, entre guillemets, la cause des entreprises du secteur vis-à-vis des ministères qui avaient des leviers sur un certain nombre de sujets. Donc, c'était le ministère du Travail, le ministère de la Santé, sur les questions de masques, par exemple, sur les questions également de travailleurs détachés. On a eu beaucoup de questions autour des travailleurs détachés. Et en fait, avoir cette capacité à avoir un lien étroit avec la filière pour comprendre correctement les problématiques et être capable de les défendre auprès de ministères moins spécialisés a été tout à fait précieux. Et à ce propos, je dois effectivement mettre en avant la valeur ajoutée qu'a représenté le lien avec le CSFN et le GIFEN, parce qu'il est certain que nous, on avait beaucoup de contacts par ailleurs avec EDF, avec Orano, avec les grands donneurs d'ordre, les entreprises avec lesquelles on est traditionnellement en contact, qui nous faisaient également remonter des informations, mais être certain d'avoir également la vision de l'ensemble de la filière, converger avec les problématiques des plus petites entreprises, était aussi en termes de démonstration interne de la nécessité de faire bouger tel ou tel point, tout à fait précieux. J'ajouterai un point sur la plus-value qu'a représenté l'action du GIFEN pendant cette période-là. Ça n'a pas été évoqué par Hervé et Cécile, mais peut-être qu'ils voudront un peu développer. Ça a été la mise en place des chartes de filière sur l'utilisation des masques, les gestes barrières. Ça a vraiment joué le rôle de catalyseur pour la reprise des chantiers, en particulier les chantiers d'arrêt pour maintenance que j'évoquais précédemment, en permettant finalement d'unifier la vision entre les engagements d'EDF et puis les attentes des petites entreprises confrontées à la préoccupation évidemment de la protection de leurs salariés. On a vu la création de ces chartes comme un élément tout à fait déterminant de la reprise d'activité qu'on a pu constater progressivement après un début où on a eu comme tous les secteurs d'activité en France, une forte baisse d'activité. La mise en place des chartes a quand même vraiment permis de fluidifier les relations et faciliter la reprise d'activité. Et ça, ça n'a pu être fait que parce qu'il y avait une filière structurée et une action collective des donneurs d'ordre et puis des sous-traitants dans le cadre de cette filière structurée. Voilà, donc ça, je pense que c'est un acquis, je dirais maintenant. Le Covid, si on devait connaître d'autres épisodes, je pense que ça, c'est quelque chose dont on dispose et pour l'avenir. Je pense qu'au-delà, parce qu'il y aura d'autres crises, d'autres contextes compliqués, je pense que cette capacité à réagir rapidement en proposant finalement des modalités d'action qui soient qui conviennent finalement à toute la filière, quel que soit l'échelle des entreprises, est quelque chose de très précieux. Oui, effectivement, c'est vrai que pour les chartes, donc ce qui a été très bénéfique, et comme je le disais, c'est que le fait que tous les grands donneurs d'ordre et les industriels soient réunis au GIFEN, ça a permis d'une part d'échanger très vite sur la proposition de charte qu'a faite EDF,
EDF, évidemment, était le premier à en faire une, puisqu'il n'y a pas eu d'interruption de son activité. Donc, il a fallu très vite dire dans quelles conditions les personnes allaient intervenir sur les CNTE. Donc, ça a permis d'avoir le retour, effectivement, des industriels très rapidement. Et puis, ça a permis aussi aux grands donneurs d'ordre d'échanger entre eux sur ces chartes. Et on a bien vu qu'ensuite, les autres donneurs d'ordre ont sorti leurs chartes dans la suite d'EDF. Et donc, il y a eu vraiment quelque chose d'harmonisé. Voilà. Sur les mesures sanitaires, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que les grands donneurs d'ordre ont mis à disposition des masques pour les entreprises. Donc, c'était à la mi-avril. Enfin, voilà, à une période où, alors aujourd'hui, il y en a plein, des masques, il y en a partout, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Et en fait, on les a tous distribués. On en avait 200 000 de mémoire. Et ça a été apprécié et on a pu le faire très rapidement par l'intermédiaire du GIFEN. On a eu une deuxième distribution plus tard, mais là, on commençait déjà à en trouver. Donc voilà, les entreprises en avaient moins besoin. Mais là, mi-avril, ça a été apprécié, je pense. Très bien. Donc, Franck, de votre point de vue, donc quelles solutions ont été mises en place? Alors, je pense que je ne reviendrai pas sur ce qu'a indiqué Aurélien Louis et que je partage entièrement sur le fait que un rôle important qu'on a assuré, ça a été d'arriver à faire le lien entre des problématiques sanitaires, travail, de sécurité et des problématiques plus industrielles ou sectorielles, et d'arriver à la fois à relayer l'information de manière efficace sur les décisions qui étaient prises sur les champs sanitaires, et en même temps arriver à apporter un éclairage sectoriel vis-à-vis des ministères en charge pour que lorsqu'il y a des spécificités dans la filière à prendre en compte, elles soient intégrées le plus en amont possible. De manière pratique, on a eu effectivement les points hebdomadaires qui ont permis aussi pour nous de comprendre ce qui se passait, parce que on a un peu vécu au jour le jour aussi pendant toute cette période, et certes on a bien sûr des entreprises qui nous appellent directement, mais c'était très précieux pour nous d'avoir ces questions qui remontent pour bien comprendre ce qui se passe, prendre la mesure des difficultés. Après, voilà, on a eu un travail pour organiser les canaux d'information efficacement, éviter que les canaux un peu spécialisés, comme celui qui a été mis en place avec le GIFEN, deviennent saturés par des questions très transversales. Donc, on a mis en place une foire aux questions, par exemple, qui permettait de traiter peut-être 85-90% des questions tout venant. Du type, suis-je concerné par l'arrêté qui oblige à la fermeture de certains établissements, quelles sont les obligations en termes de masques, etc. Donc, on a partagé avec la filière ces outils qui les a relayés, et donc ça, c'était, je dirais, dans le sens plutôt descendant, d'arriver à partager l'information et les outils le plus rapidement possible, et dans l'autre sens, d'arriver à nous organiser pour traiter les 5 à 10% de questions restantes, d'arriver à dissocier celles qui étaient vraiment spécifiques à la filière et celles qui pouvaient être traitées finalement comme les autres, et d'investiguer. Et je dirais ce point hebdomadaire était aussi important pour nous pour rythmer l'action, et aussi mettre des échéances dans nos circuits d'échange interne pour essayer d'arriver à obtenir des réponses à temps. Voilà, et je tiens aussi à souligner vraiment la qualité des échanges qu'on a eus avec le GIFEN et le CSF sur cette période. Je pense qu'on n'aurait pas pu obtenir un certain nombre de décisions, ou alors on les aurait peut-être eues un peu plus tard si on n'avait pas pu convaincre voilà, de la réalité de certaines situations et de leurs conséquences. Et donc voilà, c'était très précieux pour nous d'avoir ces échanges très fluides. Merci beaucoup. J'aurais voulu, Valérie, peut-être revenir sur les chartes, parce que ce qui m'a semblé ce qui me semble très important a posteriori, bien évidemment, je pense que c'était difficile à détecter sur le moment pendant la crise, c'est que il faut être extrêmement
précis mais ferme sur les spécificités de la filière. Et en fait, les chartes ont permis d'exposer en commun, d'ailleurs, puisque ça a été validé par les grands donneurs d'ordre, ça a été présenté aux organisations syndicales, ça a été complètement consolidé dans un contexte commun avec l'ensemble des acteurs. Et une fois qu'on avait fait ça, en fin de crise, ça nous a énormément renforcé dans les discussions avec le ministère du Travail, qui proposait une organisation pour le déconfinement qui correspondait à la vision qu'il avait. Et nous, ça nous a permis d'arriver, je vais dire très fermement et très clairement, avec une vision qui correspondait à notre organisation du travail, et donc de dire au ministère du Travail, le protocole de déconfinement ne nous correspond pas dans la totalité, et nous on a des chartes qu'on a fait valider en interne, qu'on a utilisées depuis plusieurs semaines, qui ont été validées dans l'ensemble des CSE dans les entreprises, et donc de simplifier beaucoup cette question en fin de crise. Et je pense qu'au départ, on l'avait pas du tout fait comme ça, hein, c'est vraiment pour reprendre les chantiers, mais à la fin, on a vu l'avantage de ce travail qu'on a fait en commun. Oui, Étienne disait ce matin que chez EDF, il y avait déjà, quand la crise a commencé, ils avaient quand même des outils qu'ils avaient préparés depuis longtemps de continuité d'activité, de plan pandémie, de gestion de crise, et que ces outils n'étaient pas parfaits. Mais en tout cas, ils avaient servi de base de départ. Et j'imagine que ces outils étaient moins présents au départ chez les ETI et les PME. Ou est-ce qu'ils avaient déjà des bases d'outils pour se préparer à ce type de situation? Cécile? Non. Non, je pense que là, on s'est quand même retrouvé face à une situation qui était tout à fait inattendue, notamment au niveau des PME. Hein. Ça a été, oui, ça a été vraiment, je pense, une surprise, hein, malgré tout. Hein. Et même au début, il y avait une incompréhension sur les modalités. Il y a des entreprises qui ont compris le soir du confinement des personnes qui pouvaient être confinées que les entreprises devaient fermer. Voilà. Et donc, en fait, il a fallu déjà expliquer ce point-là. Puis après, non, sur le fait de se préparer à quelque chose comme ça, je crois que là, c'était... Bon, peut-être que maintenant, oui, peut-être, mais non, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire et donc de non préparé. Il faut peut-être préciser, Valérie, que je pense que même y compris chez EDF, il y a quand même eu une phase d'acclimatation et de mise à jour du plan de continuité d'activité. Donc, hein, y compris chez eux, il y a eu cet effort à faire pour bien comprendre les aboutissants des enjeux et puis proposer une réponse adaptée. C'est tout à fait ce qu'Étienne a dit ce matin. Oui. Je me permets juste d'ajouter un point sur les solutions mises en place, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est l'importance de l'échelon territorial. Enfin, je pense que là aussi, Franck pourra confirmer, mais en tout cas, on a vu sur l'échelon préfectoral l'importance que l'action sur le terrain, pilotée par les préfets, a eu, notamment sur le suivi des chantiers clés, et d'ailleurs au-delà du nucléaire, en fait, d'ailleurs peut-être même plus dans d'autres filières que le nucléaire. Mais voilà, cette capacité de l'État qui lui reste encore de prolonger son action sur les territoires via ses services déconcentrés et via les préfets, ça c'était tout à fait important. Alors, c'est des questions qui commencent à arriver, donc n'hésitez pas, puisque je vais faire mon dernier round et puis après, donc ça sera à vous. Donc, ma troisième question, c'est de tout ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on veut garder maintenant, qu'est-ce qui nous sera utile pour après, pour la prochaine étape. Bon. Si, alors je peux commencer. Alors en fait, nous, on en était déjà convaincus au GIFEN, hein, mais le fait de faire se parler les grands donneurs d'ordre et les industriels, donc ça qui est vraiment une ambition du GIFEN, on a vu là, pendant cette période, que c'était vraiment plus que pertinent, hein, c'était indispensable et pertinent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà, évidemment,
l'ambition de mettre en place, et donc on va d'autant plus continuer. Alors, pas par rapport à des situations de crise, hein, mais par rapport à un certain nombre de sujets. C'est notamment un des objectifs de la commission Perspective et Développement de la filière en France, qui organise une grande journée le 1er octobre où on va présenter tous les grands projets des grands donneurs d'ordre d'une part, et d'autre part, la filière répond à ces grands projets par rapport aux compétences qualitatives et quantitatives qu'elle a aujourd'hui. Et donc, on essaye de faire ce bilan pour voir s'il n'y a pas adéquation entre les deux, quelles sont les actions qu'on met en place dès à présent pour y arriver. Donc ça, c'est un exemple très concret et qui est vraiment à grande échelle que l'on a l'ambition de faire chaque année. Mais au fil de l'eau et au jour le jour au GIFEN, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et donc là, cette période n'a fait que nous confirmer que c'était quelque chose de pertinent et d'efficace. Est-ce qu'on est prêt pour gérer une nouvelle crise? Est-ce qu'on la gérerait mieux? Est-ce qu'on a encore des progrès à faire? Est-ce qu'il y a des innovations qu'on a développées qu'on souhaiterait réutiliser? Je crois que la principale innovation que nous a appris cette crise, c'est le télétravail. Hein. On lisait dans la presse il y a quelques semaines que les applications de télétravail, vidéoconférence, audioconférence comme ce soir, ont pris 5 ans d'avance avec la crise du Covid et je veux bien le croire qu'il y a une acceptation du télétravail qui est beaucoup plus grande maintenant qu'elle ne l'était en février de cette année. Et je crois que s'il faut retenir quelque chose de cette crise, c'est le systématisme des dispositifs qu'il faut mettre en place, quoi. C'est-à-dire dire, comme le disait Cécile, toutes les semaines, on se voyait. Par moment, il n'y avait pas, enfin, on se voyait en audio. Par moment, il n'y avait pas forcément grand-chose à dire de neuf par rapport à la semaine d'avant, mais on savait que c'était le cas et il n'y avait pas de questions qui restaient non posées. Derrière, on voyait les 2 principaux ministères concernés qui sont autour de la table ce soir, et de la même manière, on savait que les questions avançaient pas, mais il y avait un point systématique qui était fait, et je crois que ça, c'est extrêmement robuste, quoi, pour une gestion de crise, quelle qu'elle soit. Moi, j'irais dans le sens d'Hervé. Attendez, j'ai un écho. Pardon. Oui, dans le sens où, en fait, les réseaux, maintenant, je pense, sont établis. Le caractère systématique des échanges sont là aussi, je dirais, bien ancrés, en fait. Que si demain on devait faire face à un nouveau pic ou une nouvelle crise, je crois qu'on rentrerait tout de suite dans les automatismes qui sont ceux qu'a évoqué Hervé. Et en fait, qui effectivement sont un peu la clé de tout. Hein. C'est cette capacité à rester en permanence, je dirais, connecté pour traiter les problématiques de manière très active, qui est un peu la clé de beaucoup de choses, de beaucoup des choses qu'on a mis en place. Peut-être préciser aussi que, en fait, en réalité, de notre point de vue, du point de vue du NTE, et on n'est pas encore tout à fait sorti de la crise. C'est peut-être le lien avec des choses que on évoquera après, mais en fait, la crise a eu des conséquences et des perturbations sur le système qui vont encore se faire sentir. Et je dirais, tant qu'on n'a pas passé la période hivernale, pour nous, de notre point de vue, on n'est pas encore tout à fait sorti de la période difficile. Et donc, de ce point de vue-là, la vigilance au niveau du ministère reste très importante. Je rejoins un peu ce que dit Aurélien Louis. En fait, le format dans lequel on s'est vu de façon hebdomadaire, c'est le format dans lequel on s'était aussi réunis pour travailler sur l'élaboration du contrat de la filière nucléaire qui avait été signé il y a un peu plus d'1 an. Donc, on se connaît bien, on avait déjà l'habitude de travailler ensemble, pas sur ces sujets-là, mais je dirais les liens existaient et surtout, au-delà de nous 4, on sait que derrière le GIFEN, le CSF, il y a aussi tout un réseau et toute une organisation qui permet
à l'ensemble d'être efficace. Donc la crise nous a rassurés, on n'en doutait pas, mais ça nous a confirmé une fois de plus l'efficacité de ce dispositif. On n'est malheureusement pas complètement sorti de la crise de tout point de vue, hein, du point de vue sanitaire et du point de vue économique. On sait que les conséquences vont être encore longues. Et je dirais, finalement, moi, je ne dissocie pas le travail qu'on mène sur la crise et celui qu'on a mené sur le contrat de filière, même si ça ne s'inscrivent pas sur les mêmes échelles de temps. In fine, on retrouve des entreprises avec des problématiques de trésorerie, de compétitivité, de visibilité sur leurs charges, des problématiques d'innovation, de ressources humaines. Et donc, sur l'ensemble de ces problèmes, on avait conçu et on a mis en place, dans le cadre du contrat de filière, des réponses, je dirais, de fond. On en a développé d'autres à plus court terme dans le cadre de la crise. Et je crois qu'un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est pas de dire on attend d'avoir fini de traiter la crise pour revenir au sujet contrat de filière, mais d'arriver vraiment à faire la synthèse et travailler les deux en même temps. Parce qu'en tout cas, moi, je suis assez convaincu que c'est ça aujourd'hui le besoin des entreprises. J'aurais voulu ajouter un mot par rapport à tout ce qui vient d'être dit, c'est la transversalité et le travailler ensemble. Alors, imaginons cette crise sans que le GIFEN existe, ça aurait été très très compliqué à gérer. Et dans la transversalité, je la pousserai un petit peu plus loin avec les autres filières industrielles. Alors, comme je le citais tout à l'heure au début, les filières qui ont aussi des enjeux de production qui permettent à la France de vivre, enfin aux Français de vivre. Donc l'eau, on a cité l'électricité, on pourrait citer la distribution de gaz, le ramassage des poubelles. Les dialogues que j'avais toutes les semaines avec mes collègues permettaient de détecter des grandes lignes de force. À un moment, ça a été bien sûr la nécessité d'avoir dans ces filières-là des masques, parce que le gouvernement priorisait beaucoup, et c'est complètement logique, les masques pour le personnel médical. Et puis après, on est passé dans une autre dimension de la crise, hein, après le début du confinement, et dans lequel on a mis en place, sous le pilotage d'Agnès Pannier-Runacher, la mise à disposition des masques pour toutes les filières industrielles. Donc cette transversalité et ce travailler ensemble, à la fois au sein de la filière via le GIFEN, mais avec mes autres collègues des autres filières, était, je pense, quelque chose à garder et à vraiment valoriser. Donc avant de prendre les questions, une dernière qui est la préparation du plan de relance. Donc vous en avez parlé un petit peu. Donc on a vu les annonces de la semaine dernière. Donc quelles seront les étapes d'après dans les semaines qui viennent? Je commence. J'aurais voulu commencer par les étapes d'avant, parce que c'est un travail, le travail qui a été publié, enfin ce qui a été publié par le gouvernement dans son ensemble la semaine dernière a commencé il y a bien longtemps, hein, pour la filière nucléaire, avec un travail en commun dans lequel on a commencé à discuter des projets avec l'ensemble des opérateurs, des sujets comme effectivement aussi les sociétés qui peuvent être en difficulté, hein. Je rappelle que le nucléaire ne représente en moyenne pour l'industrie, pour les 3000 industriels que citait Cécile tout à l'heure, que de l'ordre de 20% d'activité, hein, en moyenne. Donc il y a des industriels qui se trouvent en difficulté parce qu'il y a d'autres filières qui sont en difficulté aussi. Il faut prendre en compte tout cet ensemble-là. Et donc on a soumis au gouvernement il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, une première proposition de projet avec un S, faisant l'état de la proposition de la filière nucléaire pouvant contribuer. J'emploie le conditionnel à ce moment où on a proposé le document au plan de relance.
Donc le gouvernement a retenu un certain nombre d'axes très forts qui sont dans le plan de relance, page 107-108 pour ceux qui veulent le relire en le trouvant sur le site web du Minefi, ce que j'invite à faire à tous les auditeurs. Et donc maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est un sacré boulot. C'est un sacré boulot parce qu'il faut à la fois relier les projets qu'on a proposés déjà, peut-être en éliminer certains qui rentrent pas dans les lignes de force que nous demande ce plan de relance, en décrire certains, les faire correspondre aux échéances qui nous sont demandées, peut-être en faire rentrer d'autres projets en discutant avec les grands donneurs d'ordre, et proposer d'ici quelques semaines probablement une nouvelle feuille de route en réponse à ce plan de relance. Donc c'est un travail très important et avec les échéances qui nous sont demandées par le gouvernement, c'est-à-dire que le plan de relance porte à court terme renforcement de l'emploi en France, relocalisation, solutions innovantes pour le traitement des déchets, travailler sur les compétences. Je reprends pas tout ce qui est noté dans le plan de relance, que vous lirez tous bien évidemment, et sur lequel voilà, il nous faut maintenant faire une proposition concrète à nos interlocuteurs. Merci Hervé. Aurélien, Franck, vous voulez compléter peut-être. Vas-y Aurélien. Ouais, merci. Bon, non, mais juste très rapidement, de mon point de vue, ce qui compte maintenant, effectivement, c'est de mettre en œuvre les grands axes qui ont été déterminés. Et en fait, mettre en œuvre, ça veut surtout dire être en mesure d'activer le plus rapidement possible les projets clés qu'on a en tête. Hein. Alors pourquoi le plus rapidement possible? Parce que l'ambition du plan de relance, c'est de pouvoir apporter, je dirais, un boost à l'économie sur les 2 ans qui viennent. Et donc il y a maintenant un enjeu clé qui, je dirais, un enjeu d'exécution qui est être en mesure de, parmi la liste des projets qui ont été identifiés les meilleurs projets pour maximiser la dépense publique. Je devrais pas dire ça. J'espère que il n'y a aucun budget qui me surveille. Mais maximiser les dépenses publiques, c'est vraiment ça en fait, hein, sur les 2 ans à venir. Alors en ayant en tête le fait qu'il y a, comme Hervé l'a évoqué, un certain nombre d'enjeux de politique publique qui ont été identifiés comme étant prioritaires dans cette poche nucléaire du plan de relance. Il y a la relocalisation évidemment, mais ça c'est le cas sur toutes les filières. Mais il y a aussi la montée en compétences, la remontée en compétences. Enfin, je ne vais pas faire l'article sur pourquoi est-ce que c'est important pour la filière nucléaire maintenant, dans les perspectives qui sont les siennes. Il y a aussi les questions des solutions innovantes pour les déchets. Ça aussi, c'est tout à fait d'actualité. C'est une priorité politique pour le ministère de la Transition écologique. Donc voilà, donc il y a des lignes forces et maintenant il s'agit de rentrer dans ces lignes forces tout en proposant les projets qui puissent cadrer dans une exécution rapide. J'ajouterais que certaines mesures du plan de relance qui sont plus transversales sont déjà en vigueur. Du coup, je vous invite à consulter également sur le site du ministère le guide à destination des entreprises industrielles qui récapitule l'ensemble des mesures qui sont déjà en vigueur. Il y en a une, par exemple, qui a été annoncée lundi dernier qui concerne un soutien à l'investissement dans les équipements pour l'industrie du futur, qui va plus loin que la mesure de suramortissement qui préexistait. Donc, voilà, ces mesures-là, on est conscient qu'il y a beaucoup d'annonces qui se succèdent. Donc, l'objet de ce guide, c'est à la fois de présenter les mesures qui existaient avant, de présenter les nouvelles mesures qui ont été annoncées, et elles sont classées par type de besoin des entreprises, c'est-à-dire j'ai besoin d'innover, j'ai besoin de recruter, j'ai besoin de financer un investissement, etc. Vous retrouverez une fiche sur chacun des dispositifs qui sont aujourd'hui actifs, et ce guide, bien entendu, sera complété au fur et à mesure que de nouveaux volets ou de nouvelles actions du plan de relance seront décidées par le gouvernement. Ok, merci beaucoup. Donc, on va commencer les questions. Donc, la question qui a reconnu le plus de votes. Peut-on dire que la filière nucléaire a démontré sa robustesse et sa résilience face à la crise? Nos politiques en sont-ils convaincus? Je peux peut-être tenter une réponse. Je pense que, comme je le disais précédemment, c'est encore un peu trop tôt pour le dire.
complètement. Hein. On peut apporter un premier élément de réponse qui est que, effectivement, on l'a bien vu pendant la crise, on n'a pas eu de rupture d'activité, on n'a pas eu de rupture d'approvisionnement d'électricité. Il n'y a aucun moment, je dirais, enfin, la sécurité d'approvisionnement a été menacée. Ça, je pense qu'on peut le dire. Voilà. Maintenant, c'est vrai que les perturbations causées par la crise du Covid sont des perturbations de long terme. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de décalage dans le programme d'arrêt de réacteurs d'EDF qui, du coup, peuvent poser la question de la disponibilité de ces réacteurs durant la période hivernale. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison de s'inquiéter particulièrement, mais un point de suivi important pour le gouvernement. Et donc, je pense qu'une fois qu'on aura passé cette étape-là, on pourra répondre complètement, je dirais, à la question. Ce que je peux dire en revanche, mais ça, je pense que ça ressort bien de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que la filière nucléaire a démontré sa réactivité. L'adaptation à un contexte parfaitement nouveau, avec beaucoup d'implications dans l'activité au jour le jour, a été tout à fait remarquable. Et donc, c'est ce qui a notamment permis qu'à aucun moment on ait des craintes sur la sécurité d'approvisionnement. Donc ça, je pense que c'est un élément positif pour l'avenir qui fait qu'on peut aborder, y compris cette période hivernale, en conscience. Merci beaucoup, Aurélien. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que donc, du côté des industriels et des grands demandeurs, en tout cas dans les entreprises, on a quand même constaté qu'il y a eu une mobilisation très importante de tous les employés et qu'il y a eu vraiment un taux de présentéisme très élevé, je pense au maximum de ce qu'on pouvait voir. Les gens ont accepté dès le début de travailler avec les contraintes qui leur ont été imposées, qui au début n'étaient les 15 premiers jours, c'était un petit peu, voilà, on n'était pas encore certain de tout ce qu'il fallait mettre en place, etc. Et donc, on peut dire, je pense quand même que c'est une filière dans laquelle les employés se sentent investis et se sentent aussi une forme de responsabilité. Puisqu'on l'a bien vu dans cette période, comme je vous disais, le taux d'absentéisme a été très faible. Hervé, par contre, effectivement, comme le disait Aurélien, le travail n'est pas fini. Je pense qu'on a démontré la robustesse, la résilience pendant la crise, ça c'est certain. Il n'y a pas eu de problème majeur où que ce soit, ni dans l'alimentation en électricité, ni sur des questions techniques. Par contre, on constate aujourd'hui, et je pense que certains des auditeurs en seront convaincus, on constate que les sociétés ont été fragilisées. À partir du moment où on dit que la filière nucléaire fait travailler les industriels de la filière à 20-30%, et que d'autres filières comme l'aéronautique peuvent assurer le reste du chiffre d'affaires, des entreprises sont fragilisées. Il y a un gros travail qui reste à faire pour augmenter la résilience dans le post-crise, et vous aurez noté que dans le plan de relance, il y a une somme quand même très importante. Le total du plan de relance pour le nucléaire, c'est 470 millions d'euros, et qu'il y a une somme très importante qui est dédiée à cette question. Il nous reste, avec Cécile, un travail important d'analyse, de voir les sociétés qui ont pu être fragilisées, de voir comment les renforcer, et de voir comment renforcer, ça fait aussi partie de la question de relocaliser, ce tissu industriel français pour le rendre résilient dans le post-crise, comme ça. Franck, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je partage tous les constats qui ont été, les réponses qui ont été données. La deuxième question, c'est comment concilier rester chez vous ou le télétravail et la nécessité d'avoir des prestataires opérationnels sur les sites. Ne risque-t-on pas, excusez-moi, mais j'ai un petit écho, moi. Ça me gêne quand je parle. Ne risque-t-on pas à une nouvelle cassure sociale entre ceux qui restent chez eux et ceux qui sont mobilisés ? Je pense, Hervé, d'ailleurs, tu as peu parlé des syndicats. Comment ça s'est passé sur le terrain? Est-ce que vous pensez que ces problèmes se sont posés?
On n'a pas eu de... Alors c'est lien avec la question d'après d'ailleurs de 14G avec lequel je m'inscris en faux sur le fait que les exploitants n'étaient pas mieux préparés à fonctionner avec des effectifs restreints. En fait, si les exploitants nucléaires, ils ont les effectifs pour fonctionner et pour produire. Et ça, c'est organisé comme ça. C'est extrêmement précis, extrêmement rodé et extrêmement organisé. Et donc, sur les sites nucléaires, on n'a pas cette différence entre ceux qui restent chez eux et ceux qui sont mobilisés. Après, effectivement, je dirais dans les sites parisiens, on était plus à même à rester chez nous pour travailler, parfois plus qu'on aurait travaillé au bureau, hein, parce que les audioconférences pouvaient s'enchaîner le week-end, très tard le soir, très tôt le matin. Mais on n'a pas ressenti cette cassure entre ceux qui restent chez eux et qui travaillent chez eux. D'ailleurs, on aurait pu dire hein, ceux qui travaillent chez eux et ceux qui travaillent sur site. J'ai pas entendu parler de cette question-là. Oui, et puis c'est ce que je disais juste avant, en fait, hein, c'est-à-dire que les gens qui travaillent sur les sites, ben, eux, ils étaient présents. Ils étaient présents, et alors quel que soit le niveau, hein, parce qu'il y a aussi des cadres hein, qui sont sur les sites. Donc de ce point de vue-là, il y a eu une mobilisation très forte. Après, les gens qui étaient en télétravail, ben, c'est comme disait Hervé, c'est des gens comme nous, hein, qui de toute façon ont un travail de bureau d'habitude. Donc on avait le même travail de bureau, mais à la maison. Mais pour moi, ça n'a pas justement induit de cassure ou de changement par rapport à ce qui se passe d'habitude, puisque tous ceux qui étaient sur les sites, quel que soit leur niveau, ben, ils y étaient encore. Donc oui, non, je pense pas que ça ait impliqué une cassure quelconque. Je pense pas. Et sur site, il y a des effectifs minimaux pour fonctionner, conduite, maintenance, il y a les astreintes. Donc en fait, on n'était pas préparé à une crise parce qu'on ne l'avait jamais vécu. Mais je veux dire, là, quand on dit, la personne dit que les exploitants n'étaient pas mieux préparés, là, je suis pas d'accord avec la formulation. C'est peut-être pas tout à fait ce qu'il a voulu dire, mais les exploitants étaient préparés à fonctionner avec des effectifs restreints. Par rapport à la question 14G, d'ailleurs, pour aller dans le sens d'Hervé Maillard, un des aspects clés des plans de continuité d'activité d'EDF, c'était justement de minimiser la taille des équipes d'astreinte ou des équipes de conduite, de telle sorte à pouvoir garder des gens chez eux si jamais l'équipe qui était en conduite tombait malade, pour pouvoir les remplacer. Donc ça, c'était une des clés très fortes, enfin très importantes de ces plans de continuité d'activité. Donc je pense que au niveau du pilotage des centrales, de la conduite des centrales, et je pense d'ailleurs également des usines du cycle, hein, enfin en tout cas de toutes les autres installations nucléaires, les exploitants étaient relativement bien préparés. Il faut peut-être ensuite faire un distinguo avec ce qui relevait des chantiers, parce que malheureusement, en fait, les chantiers, on les fait effectivement pas encore à distance. Hein. Il faut des gens sur place pour pouvoir réaliser le chantier. Et là, je pense que c'est là où éventuellement, enfin, on a en tout cas ressenti sur le terrain la différence. C'est-à-dire concrètement, les chantiers ont eu une période de flottement, se sont arrêtés, tandis qu'évidemment les centrales, elles ont continué à fonctionner. Donc, on a déjà anticipé sur la question 14G. Alors, dans une industrie habituée à anticiper des risques externes à très fort impact, très faible probabilité, chute d'avion, séisme millénaire, événements climatiques extrêmes, comment expliquer que les exploitants n'étaient pas mieux préparés à fonctionner avec des effectifs restreints? Donc ça, je pense, Hervé, tu as répondu, et aussi Aurélien et Cécile, donc vous me dites si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun impact sur la production d'électricité. Donc pour moi, on ne peut pas dire que la filière était mal préparée. La filière a su gérer. Alors après, évidemment, tout n'était pas comme d'habitude. Il y a des chantiers qui ont dû être décalés parce qu'il fallait respecter les mesures barrières, etc. Mais c'est des chantiers qui n'étaient pas indispensable dans les semaines qui venaient et qu'on fera un petit peu plus tard. Donc, moi, je suis un peu dubitative sur cette question et je vois pas, n'ayant pas eu d'impact immédiat,
la question ne me semble pas tout à fait justifiée. Donc la question d'après, qui est aussi reliée au même sujet, les plans dits pandémie grippale réalisés depuis 2009 ont-ils servi et ont été utiles aux industriels durant cette crise Covid? Oui, parce que peut-être sous contrôle de Franck et d'Aurélien, les plans les PCA, les plans de continuité d'activité, avaient été rédigés suite à 2009 justement. Donc en fait, on avait, oui, ils ont servi. Et oui, ils ont été utilisés. Alors, ils n'étaient pas parfaits, ils n'avaient pas été testés, si je puis me permettre ce mot qui est sans doute pas tout à fait justifié dans la situation actuelle. Mais oui, et puis on pourrait revenir sur les masques aussi, qui n'ont pas fait l'objet d'une gestion parfaite en début de crise, hein, parce que les masques étaient périmés, on savait pas, les masques de 2009, hein, justement, étaient périmés, on savait pas quoi en faire, est-ce qu'on pouvait les utiliser ou pas les utiliser, donc il y a eu des clarifications qui ont été apportées par les ministères, mais oui, les plans de pandémie grippale ont été utiles, très utiles. Aurélien et Franck, peut-être, oui. Que se serait-il passé si l'électricité était venue à manquer? Réunions, transports, hôpitaux. Alors, Cécile, Valérie, tu as sauté une question. Ah, pardon, a-t-on échangé avec d'autres administrations? Donc, donc j'ai déjà répondu sur l'interfilière en France, où on a beaucoup échangé au niveau du CSF et du CNI avec les autres filières qui avaient aussi des activités indispensables, hein, et que l'on oublie souvent, hein. C'est vrai que le ramassage des poubelles, on n'y pensait pas forcément au départ, et puis après discussion, le portage le ramassage, la nécessité de porter des masques pour les gens qui ramassent nos poubelles est vite devenu apparu comme indispensable, et donc on avait quand même des similarités très intéressantes à discuter en interfilière. Et alors oui, on a principalement travaillé avec les autres pays, c'est les pays concernés. Alors c'est quoi les pays concernés? Bien évidemment c'est la Chine, puisque la filière française a un certain nombre de filiales en Chine. Les grands donneurs d'ordre en ont, Framatome, EDF. On a discuté avec les pays avec lesquels on était en lien. Donc le Japon nous a posé des questions pour savoir comment on gérait chez nous l'exploitation. On a eu des questions de la part des Émiratis, et puis quelques questions aussi des US, mais pas grand-chose, parce que là les canaux existaient et puis passaient largement par d'autres canaux que le CSF. Peut-être noter juste qu'il y aura, au-delà des échanges bilatéraux, il y aura aussi, je pense, à un niveau international, à faire un REX global, par exemple au sein de l'AEN ou d'autres instances multilatérales. Il y aura quand même de la valeur à formaliser un peu la manière dont les différents exploitants au niveau mondial ont géré cette crise, quelles sont les bonnes pratiques. Donc ça fait partie, je pense, du travail de long terme à engager, et vraiment à un niveau multilatéral pour concentrer le plus d'informations. On aura mercredi une session avec Wano Paris, et puis aussi les Américains, représentants du NEI, qui a justement été en charge de la gestion de la crise aux États-Unis. Donc on aura déjà un premier rang d'infos, en effet, avant d'avoir un travail plus structuré, plus complet. Donc, la question d'après, c'est que se serait-il passé si l'électricité était venue à manquer? Est-ce que cette problématique a été prise en compte? Elle est prise en compte de manière, je dirais, enfin au-delà de la crise du Covid, hein, elle existe pour tout un tas de raisons. Donc c'est des sujets qui sont traités avec RTE en particulier, puisque RTE, comme vous le savez, est gestionnaire du réseau de transport, mais c'est également le responsable d'équilibre pour la France. Donc si jamais on avait été dans cette situation-là, les plans existent, hein.
y a un certain nombre de mesures dites hors marché qui sont activables par RTE lorsque le marché n'assure pas l'équilibre de demande, hein, qui vont jusqu'au délestage tournant. Et qui évidemment prennent en compte les utilisateurs prioritaires qui sont épargnés de ce type de délestage. Voilà. Donc les mesures existent, mais juste pour clarifier le propos que j'ai déjà pu tenir, hein, on en a été très loin. Hein, on n'a pas du tout été dans cette situation-là à aucun moment de la crise. Okay. Ne pensez-vous pas que les investissements importants réalisés dans l'urgence de la Covid vont finalement redéfinir de nouveaux modes de travail et surtout de collaboration sur une base numérique? Donc Hervé, tu en as parlé un petit peu. Oui, bah, je pense que pour les gens, les personnes qui peuvent travailler de chez elles, c'est sûr, hein, j'ai plein d'exemples. Hein, on parle beaucoup des vidéos, des audioconférences, mais on pourrait parler des accès qu'on a mis en place dans des accès distants sur les gens qui utilisent la CAO, hein, pour leur permettre de travailler soit plus proche de chez eux ou autre. Hein, ça demande à travailler sur de la CAO, ça demande des débits très importants. Donc oui, je reprends, moi c'est pas ma spécialité, mais je reprends ce que j'ai lu dans la presse de dire que tous ces moyens numériques, ils ont pris 5 ans d'avance avec la crise du Covid. On verra, je pense que ça va se stabiliser dans les mois et sans doute dans les 18 mois qui viennent, quoi, de voir comment le télétravail va se redéfinir dans les industries globalement. On va moins voyager, je pense, moins se déplacer et plus privilégier des moyens comme on a ce soir. Alors, je voudrais ajouter qu'on va avoir des sessions spéciales là-dessus, puisqu'on a une session sur les inspections à distance, donc qui va être une section sûreté. On aura d'ailleurs un exemple de l'industrie aéronautique. Et une session compétences à distance aussi. On aura aussi une session avec le CEA qui ont fait des respirateurs avec les impressions 3D pour le domaine de la santé. Donc, Oui, je complète Valérie parce que tu parles des impressions 3D et dans ce qu'on propose dans l'industrie du futur, hein, dans le cadre du plan de relance, il y a des choses que je trouve passionnantes, hein, et qui répondent un peu à ce mode de travail collaboration sur la base du numérique, qui sont au-delà des impressions 3D, les contrôles non destructifs permanents, des caméras qui surveillent, donc on peut le faire à distance, des relectures de contrôles non destructifs faites par des gens qui sont à l'autre bout du monde ou de la France, des formations en réalité virtuelle augmentée, des choses comme ça. Bon, ça peut rentrer dans ces nouveaux modes de travail. Absolument. Est-ce que quelqu'un veut rajouter? En fait, sur le numérique, c'est vrai qu'avec la crise, on a tous démultiplié l'usage qu'on en fait pour les communications internes à nos organisations et entre organisations. Par ailleurs, le numérique, c'est un levier formidable pour la compétitivité des entreprises, pour fiabiliser, faciliter les échanges B2B. Et la filière nucléaire avait sur ce sujet-là aussi d'ores et déjà des projets avant la crise. Et donc, c'est très bien si finalement ce déploiement accéléré des outils numériques sur la partie interface, échange, sert d'accélérateur pour tirer ce mouvement de fond qui est plus global, d'arriver à déployer des outils numériques un peu à tous les étages et d'en faire des outils de travail. Merci beaucoup, Franck. Donc, dernière question. Chaque crise rappelle la nécessité de disposer de marges financières, humaines, temporelles. Y a-t-il des discussions au sein de la filière et avec le gouvernement sur la nécessité de restaurer certaines marges et si oui, lesquelles? Je ne sais pas trop de quelle marge on parle.
c'est sûr que sur la filière, excuse-moi Hervé, ce qu'on peut dire de manière générale, hein, c'est que la filière est en discussion avec le gouvernement sur son avenir et que dans le cadre de ces discussions, des marges sont prises en compte. Voilà, je sais pas si Hervé, tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, sur ce qui est humain, on a un volume très important de travail sur les compétences, par exemple. Alors, est-ce que c'est inclus dans les marges telles que la personne vient de poser la question? Je ne sais pas, mais il y a un volume très important et qui est rappelé dans le plan de relance qu'on doit regagner en compétences industrielles, d'ailleurs dans tous les domaines. On doit relocaliser. Alors relocaliser, c'est aussi disposer de marges complémentaires sur le territoire français. L'exemple le plus simple pour moi, c'est l'industrie du médicament. Si les industries sont en France, on a plus de marge pour avoir les bons médicaments au bon moment. Voilà, donc je ne sais pas exactement ce qui était caché, enfin pas caché, mais ce que la personne voulait dire par les marges derrière sa question. Mais oui, d'un certain point de vue, je suis tenté de répondre oui à la question. Ok, donc je vous remercie beaucoup de votre participation ce soir. Et donc, je voulais vous inciter à regarder le programme pour les jours qui viennent. À la prochaine session, on parlera robustesse du système électrique demain midi à 13h avec donc Maïté Jauregui-Naudin de RTE et Marie Drégrémont de France Stratégie. Ça sera une session animée par Michel Berthélémy, qui est le président de notre section économie. Merci beaucoup. Et Valérie, il y a une dernière question. Excuse-moi, je te coupe. Il y a une dernière question sur la cartographie des compétences critiques. Voilà. Alors, c'est une très bonne question sur laquelle on travaille, parce que c'est vrai que tout ce que je dis sur les compétences, ça n'a aucun sens. Bien évidemment, si on n'a pas de cartographie des compétences critiques, donc oui, on est en train d'y travailler. On a une cartographie des compétences critiques au niveau, donc ça c'est le GIFEN pourrait en parler certainement mieux que moi, mais on a une cartographie des compétences critiques au niveau France, donc les métiers critiques exprimés par les 3000 entreprises de la filière, catégorisés suivant un certain nombre de critères et de compétences. Et donc le GIFEN a présenté un projet qui s'appelle une EDEC au ministère du Travail fin juillet pour aller plus loin dans cette cartographie, parce que quand on parle d'une cartographie au niveau France, on n'en fait pas grand-chose au niveau des entreprises ou au niveau des régions. Donc on a bien pour objectif dans le cadre du plan de relance de descendre plus fin, donc c'est-à-dire au niveau des régions sur les compétences critiques, pour pouvoir les qualifier et derrière mettre en place au niveau toujours France et régions les formations nécessaires pour répondre à ces compétences critiques, parce que si on sait qu'on est critique sur tel ou tel métier et que derrière on ne fait rien, ça sert pas à grand chose. Donc il faut vraiment aller au-delà, mettre en place, est-ce qu'on trouve bien les formations, est-ce qu'elles sont labellisées, est-ce qu'elles sont homogènes au niveau de la France, hein, si on a des formations qui sont complètement différentes d'un bout à l'autre de la France, quand la personne arrive de l'autre côté, qui déménage ou qui change d'entreprise, sa formation n'est pas forcément reconnue. Donc voilà, donc oui, on a une cartographie des compétences critiques, mais on est bien loin d'être arrivé au bout du chemin sur cette question, mais on a bien pour objectif de le faire dans les mois qui viennent. Merci encore. Donc cette fois-ci, je n'ai pas une nouvelle question à rêver. Bonne soirée. Merci beaucoup pour votre participation. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.